Et bienvenue à Mériadec Raffray pour Le Monde Autrement, où ça tombe bien, nous allons continuer, effectivement, comme le disait Adèle, à parler de l'Orient. Bonjour Richard, comment allez-vous? À merveille, et vous, Eh bien Mériadec? écoutez, l'actualité est toujours aussi dense et donc on ne sait pas quel sujet prioriser pour venir parler à vos éditeurs. Ce matin, on pourrait parler de la Russie, on pourrait parler des États-Unis, on peut parler du Proche-Orient, on peut parler de la Roumanie. Donc nous avons choisi de continuer à tirer ce fil syrien qui, je crois, intéresse beaucoup vos lecteurs et surtout votre antenne est à la disposition évidemment des auditeurs pour lancer des alertes, pour décrypter des choses que les autres ne disent pas. Et je vais redire ce qu'a dit Benjamin Blanchard de manière très, très claire il y a une seconde. Il s'est passé entre le 4 mars, c'est-à-dire mardi dernier, et hier et aujourd'hui, ça continue. Le 10 mars, hier en tout cas, ça continuait. Il s'est passé des massacres dans le nord-ouest de la Syrie, sur la partie côtière autour de la grande ville de Latakia, qui est, vous savez, cette zone confessionnelle majoritairement habitée par les Alaouites. Les Alaouites, c'est cette petite minorité de Syriens qui sont... pour faire simple, c'est une excroissance en fait du chiisme, qui est l'une des grandes branches en fait de l'islam. Bien sûr, tout le monde sait que l'islam, il y a deux obédiences, deux papes ou deux grandes branches, hein, le sunnisme wahhabite saoudien et puis le chiisme qui a ses références à Téhéran. Et en fait, dans cette religion qui n'est pas uniforme, c'est un peu comme la religion protestante, il y a un certain nombre de sectes ou de branches ou d'excroissances. Il y en a une petite qui s'appelle les Alaouites et dont était issue la minorité qui dirigeait jusqu'à présent la Syrie sous l'ère de Bachar el-Assad. Et cette minorité, depuis le changement de régime à Damas, est prise en otage par les nouveaux maîtres du régime, donc vous savez, les guerriers, enfin les miliciens du fameux Al-Shara. Elle est prise en otage elle est désignée comme finalement le responsable, le bouc émissaire, le responsable de tous les malheurs de la Syrie. Ce qui est faux et vrai et faux à la fois, c'est facile finalement. On rejette un peu comme les Algériens avec le régime algérien avec la France, on rejette en permanence la faute sur l'autre, sur le grand Satan, le colonisateur. Eh bien là, c'est l'autre, le fautif. Ce n'est pas Al-Shara, ce n'est pas les djihadistes, ce n'est pas la situation. Enfin, ce sont les Alaouites. Et quand j'y avais été, de retour de Syrie, j'avais expliqué à votre micro comment j'avais été frappé par la manière dont les minorités alaouites plus diffuses dans le reste du pays étaient mises sous cloche sécuritaire par HTC, donc cette fameuse milice qui aujourd'hui forme l'ossature de la nouvelle armée syrienne. J'avais été notamment à Homs, dans ce quartier complètement dévasté, où la milice avait encerclé de ses checkpoints le quartier. Et j'avais raconté comment, il y a quelques semaines, lorsque HTC était arrivé, ils avaient un soir envahi les rues, fait sortir les hommes de leur maison pour les mettre dans la rue et leur avait demandé d'aboyer comme des chiens pour les humilier en filmant ces scènes et en les mettant sur les réseaux sociaux. L'Alaouite était un chien, c'est lui qui était responsable des régimes du malheur. Eh bien, dans cette petite région côtière de la Syrie, qui est au passage le réservoir vivrier et fruitier de toute la Syrie. Le 4 mars se déroulent actuellement des massacres. On évoque ceux qui y sont, évoquent des cadavres qui jonchent les routes autour de Latakia sur des kilomètres, actuellement toujours. D'autres évoquent des cadavres les cadavres des femmes, d'enfants, de civils désarmés qui sont disséminés dans toutes les maisons, dans certains quartiers de Latakia, autour d'une autre ville une petite ville qui s'appelle Banya, et également dans les villages montagneux, dans lesquels il est de notoriété que se sont réfugiés une partie des troupes donc de confession alaouite qui composaient l'ancienne armée de Bachar el-Assad. Elles se sont réfugiées dans la montagne, et ça on le sait, et en fait
il y a eu des affrontements violents entre HTC et ces hommes-là. Donc je le disais, tout a commencé le 4 mars de manière pas silencieuse, mais personne n'en parlait évidemment. Il semble qu'il y ait eu une forme de provocation, ou en tout cas un affrontement, une embuscade, dans laquelle seraient tombés les miliciens du nouveau régime dans un des quartiers de l'Attaquié. Provocation, pas provocation, c'est pas très clair. En tout état de cause, ce qui est clair et ce qui est de la responsabilité du régime, c'est que la riposte a été démesurée et a tourné au règlement de compte. Après cette embuscade, dans la foulée, des dizaines de véhicules des miliciens du régime sont arrivés, ont rafalé à l'arme lourde dans les rues, ont également fait sortir les hommes pour leur demander, en leur criant qu'ils étaient des porcs. Enfin, il y a eu de véritables exactions de commises, des dizaines, voire peut-être même des centaines de gens assassinés, tués froidement, je le disais, des femmes et des enfants. Et à partir de là, je reprends mes notes pour rappeler la chronologie à nos auditeurs. À partir de là, tout a dégénéré. Et c'est là d'ailleurs où on se demande si ce n'était pas prévu, puisque dès le lendemain, ce sont des hélicoptères qui bombardent. Donc, quand on dit qu'on bombarde, c'est-à-dire qu'ils lâchent des bombes sur les villages autour de l'Attaquié, et notamment autour de Bagnas, dans un petit village qui s'appelle Dalié. Et pourquoi Dalié ? Parce que Dalié est un des principaux centres saints du culte alaouite. Donc on passe de la riposte à une embuscade, une riposte violente, aveugle, et dès le lendemain, on a des hélicoptères qui viennent et qui bombardent ces villages, qui sont des villages très symboliques pour les alaouites. Tout ça ne sent pas, comment dirais-je, le dérapage incontrôlé, tout ça sent une forme de préparation en amont, si vous voulez. J'ai pas de preuve de ce que j'avance et pour l'instant on ne le sait pas, mais c'est ce que l'on sent sur le terrain. Le lendemain, le 6, à ce moment-là, 200 colonnes, 200 pick-up d'HTC investissent une partie des villages qui sont au flanc de la montagne au-dessus de l'Attaquié, qui est, je le disais, le refuge des soldats de Bachar. Et il y a de violents combats, puisque évidemment ces gens-là ne se laissent pas faire, sont partis se cacher évidemment avec une partie des stocks et des armes, en tout cas légères, qu'ils avaient quand ils étaient dans les rangs de Bachar el-Assad. Le choc est violent, il y a là je le disais, il y a plusieurs centaines de morts, et tout cela continuait jusqu'à lundi, jusqu'à hier. Donc on relève plusieurs milliers de morts, 1000, 1500, 2000. Les chiffres qui circulent ne sont évidemment pas consolidés. Je le disais, des milliers, enfin des centaines de femmes et d'enfants. Parmi les cadavres, on recense aussi des chrétiens. Je tiens à le dire parce que ça n'a pas été beaucoup dit, des chrétiens. On parle même d'un évêque, j'ai pas confirmation de cela, mais on voit bien qu'il n'y a pas que la minorité alaouite qui a été prise en otage et tombée sous le feu des balles des djihadistes de HTC. Il y a aussi des chrétiens. Et d'ailleurs, je reviens sur la manière dont ça s'est passé. Il y a une chose assez frappante, c'est que une sœur qui a témoigné notamment à CNews en début de semaine l'a dit, mais on le lit ailleurs. Il semble que une partie de ces hommes qui ont orchestré la répression soit venue de la d'Idlib. Vous savez, cette poche dans laquelle ont prospéré les djihadistes, ce que j'appelle moi les post-djihadistes, c'est-à-dire les djihadistes avec une face plus ou moins présentable, ceux donc qui ont pris ensuite Damas, les guerriers donc de Al-Shara. Ces hommes sont venus d'Idlib, qui se trouve pas très loin en fait, un peu plus au nord-est de cette région de l'Attaquié, et les témoins ont raconté avoir vu arriver des hommes masqués de noir, sans écussons sur leurs uniformes, sans possibilité de les distinguer, et on se demande si justement les gens de Damas n'ont pas préparé leur coup
en passant en fait par ce qu'on appelle aujourd'hui des proxys, c'est-à-dire des intermédiaires qu'ils connaissent évidemment, mais qui leur permettent aujourd'hui de dire non, ce n'est pas nous, ou en tout cas ce sont des éléments incontrôlés qui sont en marge de notre nouvelle armée. C'est ce que dit Al-Shara aujourd'hui pour se défendre, et c'est cet homme qu'évidemment il faut prendre à la lettre, hein, on le sait tous maintenant, s'est défendu en disant nous allons créer une nouvelle commission pour examiner les faits et les coupables seront punis. Bien sûr, on y croit très fort. Il a déjà fait ça il y a un mois, lorsque son ministre, entre guillemets, de l'Éducation nationale a voulu durcir d'un seul coup et islamiser les programmes scolaires. Il a brandi une commission en disant, vous allez voir, on va réétudier les choses. On connaît sa méthode. Je crois qu'aujourd'hui, Al-Shara montre son vrai visage, le visage d'un djihadiste en fait pur et dur, qui n'hésite pas à utiliser les mêmes méthodes utilisées par Bachar el-Assad, mais par d'autres, pour faire taire, pour museler en fait l'opposition. Alors j'ai dit Bachar el-Assad parce qu'il faut le citer quand même. C'est Bachar el-Assad, on l'a vu aujourd'hui, n'est pas un saint, mais surtout les méthodes qui ont été employées en 2011-2012 au début de la guerre civile, la douloureuse guerre civile syrienne. Lorsque les choses ont commencé, on a vu aussi ce type de massacre arriver. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour exciter sans doute la communauté alaouite contre les régimes et lui fournir le prétexte officiel d'organiser une véritable répression dont personne ne pourrait dire qu'il ne pourrait pas le faire, puisque les Alaouites se seraient révoltés contre les régimes. On sent bien qu'il y a quelque chose de cette manœuvre derrière ce qui s'est passé en fin de semaine, et contrairement à ce que disent tous les médias mainstream, France Inter évidemment en tête, les choses sont beaucoup plus compliquées que de les présenter comme une tentative d'escalade organisée par les Alaouites. Pardonnez-moi, Myriam Crafray, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui était encore plus intéressant que tout ce que vous venez de dire. Et est-ce que les massacres continuent encore maintenant ? Alors, écoutez, ce matin, je n'ai pas d'infos particulières, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'hier, les massacres se poursuivaient à Bagnas. Les gens sur place et ceux qui ont des contacts citaient des colonnes de 200 véhicules qui étaient dans la région, des hommes masqués, et qui s'en prenaient aux civils. Hier, le 10 mars. Donc, alors, est-ce que l'information date d'hier ou d'avant-hier, si vous voulez, mais en tout cas, hier, c'est ce qui était rapporté, notamment par Fabrice Balanche, qui est le meilleur spécialiste français de la Syrie, et qui a des contacts permanents sur place. Donc, voilà. Et lui, d'ailleurs, je le cite, dit clairement, c'est une opération qui a été planifiée soigneusement depuis Damas. Honnêtement, Fabrice Balanche n'est pas suspect de complotisme. Hein. Et c'est quelqu'un de vraiment sérieux. Donc, je pense que les charges s'accumulent contre le fameux Al-Shara. Mais là où je voudrais peut-être élargir en fait l'analyse et la focale pour aller au-delà de ce que vient de dire de manière très intéressante Benjamin Blanchard, c'est rappelez-vous lorsque j'étais venu vous voir il y a 3 semaines pour faire un peu un point sur ce que j'avais vu et senti en Syrie, j'avais dit la Syrie finalement que j'ai vue, elle est ouverte à tout vent. Elle est aujourd'hui ouverte à tout vent. Je disais ça il y a 1 mois à peu près, et on la sentait prête à basculer soit vers la charia, soit vers le chaos, soit vers la normalisation. On était encore comme une espèce de pièce de monnaie qui roule sur la table et qui ne sait pas de quel côté elle va tomber. Et je voyais cette pièce de monnaie rouler, et là on sent que cette pièce de monnaie, en fait, que le sens de l'histoire que j'avais senti à travers les témoignages d'un certain nombre à la fois d'intellectuels et de chrétiens lambda, de monsieur et madame tout le monde en Syrie, j'avais senti quand même que la probabilité pour que la pièce retombe du côté de la charia et du chaos soit importante. Je crois que là, on vient de vivre, et on vit un moment décisif. Alors, pour cette Syrie qui, en fait,
dans lequel on voit depuis quelques semaines s'allumer de nombreux feux. Il y a donc ce feu dans la partie alaouite du territoire, mais il y a aussi des débuts d'incendie qui sont inquiétants dans le sud de Damas. Dans le sud de Damas, les hommes de HTC ne s'en prennent non pas à la minorité alaouite, mais aux minorités druzes. Il y a une forte minorité druze qui vit adossée, en fait, comment dirais-je, dans la partie du Golan et adossé au Golan, le Golan qui est ce grand plateau montagneux qui aujourd'hui est occupé en grande partie par les troupes israéliennes. Et les Israéliens sont connectés depuis très longtemps avec ces Druzes-là, puisqu'il y en a d'autres aussi au Liban. C'est la même ethnie ou la même confession. C'est encore une autre branche du chiisme. On ne peut pas dire ça exactement comme ça, mais de manière un peu schématique. Donc ce sont les hommes de la montagne. Et il y a eu ces hommes-là, enfin ces villages-là, certains villages ont été pris à partie par les troupes d'HTC, à telle enseigne que Tel Aviv, enfin Jérusalem a menacé officiellement et publiquement le pouvoir à Damas d'intervenir si les coups de feu n'arrêtaient pas contre les minorités druzes, parce qu'en réalité Israël a profité du chaos pour avancer aussi ses pions, c'est-à-dire pour coloniser complètement, militairement en tout cas, le Golan dont elle occupait seulement une partie, la partie la plus au sud, depuis, si ma mémoire est bonne, depuis 1975 ou 77, j'ai un petit doute. Et en fait, aujourd'hui, Israël considère que cette zone est une zone tampon, au sens militaire du terme, entre sa frontière et le nouveau régime dont elle a en quelque sorte favorisé la survenue, mais qu'elle regarde aussi avec circonspection, ce qui est toujours un peu paradoxal du côté de la stratégie israélienne. Et elle considère que ces gens-là sont en quelque sorte, pas ses alliés, mais disons ils ont une forme de partenariat non écrit avec eux. Je vous protège, puisqu'il y a aussi, vous savez, les Druzes ont aussi une partie de la communauté qui est de nationalité israélienne, donc il y a des connexions anciennes et profondes entre les Druzes qui restent du côté syrien de la frontière, et les Druzes qui sont passés intégrés en fait au pays d'Israël, à l'État hébreu. Et donc Israël considère que ces gens-là sont un peu leur tampon avec ce qui peut se passer, le danger qui peut arriver du nord. Et donc là, il y a eu un coup de semonce. Et puis le troisième, donc on a parlé de l'ouest, on a parlé du sud, et puis le troisième foyer de tension, c'est le foyer de tension au nord-est, enfin au nord et au nord-est, avec alors la minorité kurde cette fois. Et là, il y a du nouveau. C'est ça qui est très intéressant, c'est que dimanche ou hier, je ne sais plus exactement, hier, voilà, merci Adèle, le régime et les représentants des autorités kurdes qui gèrent depuis quelques années cette partie autonome du territoire syrien, historiquement syrien, ont signé un accord qui va intégrer, qui officialise une intégration à tous les échelons institutionnels de cette administration autonome kurde dans l'État syrien. Alors ça, c'est une nouveauté très importante, puisque les Kurdes du Nord-Est revendiquent leur autonomie depuis des années, et il y avait en permanence des frictions avec le pouvoir syrien. Et d'ailleurs, les parrains de Bachar el-Assad avaient conseillé, avant qu'il ne tombe à Bachar el-Assad, de négocier avec ces Kurdes pour arriver à une forme de partage officiel ou de négocier, enfin de vivre ensemble officiel. Il avait refusé, comme il avait refusé d'ailleurs de négocier avec les Turcs. On connaît la suite de l'histoire. Chara est beaucoup plus malin, je l'ai dit sur cette antenne, je continue à le dire. Si d'ailleurs s'il a vraiment orchestré les massacres à l'attaquer, c'est qu'il se sent assez fort. En tout cas, il vient de marquer un point politique important, puisque cet accord avec les Kurdes vient d'arriver. Cela a plusieurs effets importants dans cette zone du nord-est qui se trouve au nord
du fleuve, vous allez m'aider là, j'ai un trou. Bref, évidemment. C'est Adèle, ma mémoire. Voilà, bref, ce fleuve biblique, vous avez 3 choses importantes pour le régime. C'est un grenier à blé. De la région, et ça c'est très important pour le régime. Deuxième chose, c'est là au nord et au sud de ce fleuve de l'Euphrate. Voilà, merci. On y trouve les puits de pétrole syriens. Ces puits de pétrole syriens qui ont été pris en contrôlés par les forces américaines qui restent dans cette région, forces américaines qui avaient donc interdit à Bachar el-Assad de pouvoir récupérer le fruit de ce pétrole. Aujourd'hui, cet accord, ce sera le cas, c'est pas encore le cas, mais ça devrait être le cas. Ce pétrole va être officiellement disponible pour le régime syrien, pour sa propre consommation et pour l'exportation. Donc c'est un véritable bol d'air et une perspective de rentrée de devises si l'allègement des sanctions internationales permet l'exportation de ce pétrole. Donc si vous voulez, c'est un retournement de circonstances, un retournement politique majeur pour Al-Shara. Et puis, dernier foyer de tension au nord, je le disais, c'est toujours les tensions qui existent entre les milices arabes pro-turques et les forces démocratiques syriennes, donc les Kurdes, qui continuent de s'affronter aux marges de cette région autonome kurde, avec le bras armé des Turcs qui, je le rappelais il y a 3 semaines, ont pour objectif d'élargir en fait leur zone tampon le long de la frontière avec la Turquie, pour pouvoir eux aussi donc créer cette zone tampon, mais également y réinjecter tous les réfugiés syriens passés de l'autre côté de la frontière lors de la guerre civile. Ils sont plusieurs millions et ils pèsent sur l'économie turque. Donc voilà où en est aujourd'hui la Syrie. Donc vous voyez, il y a 3 semaines, je vous disais charia, chaos, normalisation. La normalisation, j'y crois assez peu. La charia et le chaos, j'y crois de plus en plus. Voilà. Et au passage, cela vient à nouveau tamponner fortement les éléments de langage que nous serignent, continuent à nous serigner d'ailleurs le Quai d'Orsay et l'Union européenne. Moi, je voudrais juste faire une précision. Sur les réseaux sociaux, on voit tous ces gens qui éructent contre Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, parce qu'il s'est déplacé pour rencontrer Al-Shara. Je suis de ceux qui pensent que un diplomate est fait pour parler, y compris avec le diable. Le diplomate, théoriquement, doit avoir une grande cuillère pour parler avec le diable, et il doit être capable de parler avec lui sans devenir le diable lui-même. C'est juste son métier, en fait. Maintenant, le problème, c'est parler pourquoi. Alors, effectivement, si le Quai d'Orsay et l'Union européenne continuent à être à promouvoir leurs éléments de langage du style intégration, inclusivité de la Syrie, effectivement, on va avoir un problème, parce qu'il faut au contraire être capable de parler pour exercer une forte pression sur ce régime, pour protéger en fait les minorités, à commencer par celles qui nous intéressent, c'est-à-dire les minorités chrétiennes, qui aujourd'hui visiblement sont menacées. Voilà, il faut marchander notre soutien comme le fait Trump. Voilà. Adèle. Moi, j'aurais voulu revenir sur justement ce compromis qui a été trouvé avec les Kurdes au nord-est du pays, comme vous en parliez tout à l'heure, qui a été trouvé hier. Donc, concrètement, est-ce que ça va changer quelque chose dans le paysage du Proche-Orient, enfin, c'est dans l'entente peut-être entre les différents pays. C'est effectivement, on verra jusqu'où ce compromis va être mis en œuvre. Ça va, la concrétisation de cet accord ne va pas provoquer tout de suite des faits concrets, mais c'est déterminant, puisque ces forces kurdes en fait sont un espèce de caillou dans la chaussure des puissances régionales. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'en profite pour le dire, ce compromis arrive une semaine après quelque chose d'assez étonnant. C'est l'appel du fameux Öcalan, qui est le patron historique
le fondateur historique du PKK. Le PKK, c'est le mouvement kurde autonome, révolutionnaire, qui est né dans les années 80 ou même 70, 84 je crois, avec l'appui du KGB et de l'Union soviétique, pour fomenter en fait une révolution à coups de bombes dans les régions sud de la Turquie. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cet accord... Alors, le lien entre le PKK et les forces démocratiques syriennes qui sont les autorités, enfin les forces kurdes de la région autonome de Syrie, c'est notamment le PYG. Attendez, je vérifie que je vous dise pas de bêtises, parce que j'ai juste un doute. Pardonne. Le YPG, c'est ça, j'avais un doute. Donc c'est une des branches armées en fait du PKK qui est intégrée aujourd'hui et qui travaille aujourd'hui dans cette fameuse zone kurde syrienne autonome. Et donc c'est intéressant parce que on voit que depuis Istanbul, depuis sa prison d'Ankara ou d'Istanbul, ce fameux Öcalan qui est très vieux appelle à rendre les armes et à signer un accord de paix aussi avec Ankara. Et de l'autre côté, une semaine après, on a cet accord avec les forces kurdes. Or, on sait que Al-Shara est très proche des Kurdes, ils se parlent. On sait qu'Ankara est le parrain géopolitique de Al-Shara. Donc là, il y a une concomitance qui n'en est pas une. Comme le disait le professeur Soutou, quand il y a une concomitance en histoire, c'est qu'il y a un lien. Voilà, et il faut être factuel. Donc c'est très important. Ça veut dire que le caillou kurde dans la chaussure des grandes puissances régionales, c'est-à-dire à la fois la Turquie, mais aussi l'Irak, mais aussi l'Iran et la Syrie, puisque ce sont les 4 pays dans lesquels aujourd'hui le peuple kurde est dispersé et exerce une pression plus ou moins militaire sur les autorités de ces pays. Cela veut dire que, je prends des guillemets, il faudra voir ce qui se passe exactement, mais cela pourrait être une forme de pacification à venir, ou en tout cas de règlement partiel du problème historique kurde, si vous voulez. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. On verra jusqu'où ça va, mais ça peut avoir des retombées. Par ailleurs, et dernière retombée, par ailleurs, ces forces démocratiques kurdes syriennes sont, depuis le début de la guerre civile, soutenues par les Occidentaux. Je veux parler en particulier des Américains, mais aussi des Français. Donc, et militairement en particulier. Donc, aujourd'hui, toujours des Américains. Donc là aussi, il y a un signal intéressant à creuser. Est-ce que finalement les Américains n'ont pas pesé non plus ou en tout cas, est-ce que Al-Shara n'a pas voulu envoyer un signal majeur aux États-Unis en disant, voyez, vos protégés, je suis capable de signer un accord avec eux, et donc j'attends le retour, j'attends my money back, moi j'ai fait un effort vers les Kurdes, maintenant à vous les États-Unis de faire un effort vers moi. L'effort, évidemment, tout le monde le sait puisque c'est public, c'est alléger les sanctions américaines qui pèsent toujours sur la Syrie et qui vont me permettre, moi Al-Shara, de redémarrer l'économie. Ce serait sa deuxième victoire politique après celle qui a permis de lever une partie des sanctions de manière temporaire que pesait l'Union européenne sur le pays. Donc, je le redis, ce gars-là, Al-Shara, est un gars malin, mais c'est un gars sans pitié. Et par ailleurs, et c'est là où le signal est à la fois intéressant et inquiétant, c'est visiblement il se sent assez fort, il se sentirait assez fort pour avancer de ce point de vue-là vers l'objectif que souhaitent les Occidentaux, mais en même temps pour déclencher des massacres, si c'est bien lui qui en est à l'origine. Ou en tout cas, c'est un signal de faiblesse parce que s'il n'en est pas à l'origine, ça veut dire qu'il n'est pas capable véritablement de contrôler les éléments les plus radicaux de ses forces. Et ça, c'est évidemment un signal inquiétant. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous pensez que
parce qu'on parle d'une volonté de sa part et du nouveau gouvernement donc syrien d'unification de la Syrie. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment sincère? Est-ce que vous pensez qu'il peut y arriver quand même malgré le fait qu'il utilise les mêmes méthodes, comme vous disiez tout à l'heure, que Bachar al-Assad? Écoutez, Fabrice Balanche, le grand spécialiste, pense que ce pogrom, puis on peut l'appeler comme ça, anti-alaouite et anti-chrétien, est un tournant vers le basculement de la Syrie, un tournant vers le basculement du chaos. C'est-à-dire, lui pense que c'est un signe qui montre que la Syrie va basculer vers le chaos. Donc, selon lui, la réponse à votre question, c'est non. Moi, disons que j'écoute ce qu'il dit, mais il faut attendre encore pour apporter une réponse plus affirmative à cette question, parce qu'encore une fois, si l'accord qu'il vient de signer avec les Kurdes prend corps, là, c'est plutôt un signal intéressant comment dirais-je, pas de normalisation, mais en tout cas de reconstruction d'une Syrie qui s'étendrait au-delà de la Syrie utile, c'est-à-dire celle qui va de Alep au nord à Damas au sud, via cette autoroute A5 que contrôle plus ou moins à peu près aujourd'hui l'armée syrienne. Donc ça veut dire qu'il intégrerait à cette Syrie utile toute la Syrie du Nord-Est dont je viens de donner les intérêts, c'est-à-dire le pétrole, le blé, et puis cette pacification aussi importante. Donc je pense que c'est encore trop tôt pour prendre date, pour esquisser une réponse maintenant. On peut prendre date aujourd'hui et on en reparlera dans quelques semaines. Vous voyez quand même sous nos yeux ce Proche-Orient se recomposer en permanence dans un sens que personne n'était capable il y a 3 semaines d'affirmer. Il y avait quelques cailloux, quelques signaux, mais il était à mon avis impossible honnêtement d'esquisser la recomposition en cours. Elle va très vite. Et elle peut demain échouer, repartir dans un autre sens. Et vous savez, c'est la vieille formule. On sait ce qu'on quitte, et on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, en ayant permis en fait accélérer la chute de Bachar el-Assad, les puissances qui l'ont permis en fait ont ouvert un champ de possibles au pluriel qui est un champ assez vaste et pour le meilleur et pour le pire. Eh ben, Marielle Craffray, il nous reste 40 secondes, donc je ne veux pas vous lancer une nouvelle question. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu avec Le Monde Autrement nous éclairer sur la manière dont le Proche-Orient est effectivement en train de s'éparpiller façon puzzle. Alors, en 3 secondes, je signale à nos auditeurs que je publie mercredi dans l'édition de Valeurs Actuelles un grand entretien avec le vice-président de la Douma russe qui s'appelle Piotr Tolstoï et qui, pour la première fois dans les médias français, va donner le point de vue de Moscou sur la grande réinitialisation des relations russo-américaines. Vous verrez, c'est un entretien choc, sans concession, de sa part et de la mienne. Bon, merci beaucoup Marielle Craffray, et évidemment, on va tous se jeter sur nos kiosques favoris.